Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. L'année 2024 débute tout juste et donc l'heure est au bilan de l'année 2023 et notamment les bilans en termes de performance sur les marchés financiers, mais pas que, aussi de décryptage peut-être des différentes performances. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Andréani tout d'abord. Bonjour Antoine Andréani. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes analyste senior chez XTB France. Nous avons le plaisir de recevoir également Olivier Malteste. Bonjour Olivier Malteste. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Yomoni. Alors on va essayer de comprendre ensemble vis-à-vis des marchés actions, dans un premier temps, quelles ont été les performances. Je les ai sous les yeux sur l'année 2023, donc calculé au 1er janvier 2024. On a l'impression que tout allait bien sur les marchés financiers. Au global, quand on regarde les plus grands indices, CAC 40, DAX ou encore à Madrid ou à Milan, les indices sont en positif avec un CAC 40 qui gagne 16,5%. Quand on regarde aux États-Unis, le S&P 500 a progressé de 24%. Olivier Malteste, est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes sur les marchés financiers en 2023? On a quand même eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, mais à la fin de l'année, on voit des performances positives. Eh oui. C'est une année qui fait du bien en termes de performance sur les marchés actions. Effectivement, les performances sont très bonnes. On est au-dessus de 20% sur beaucoup de marchés développés. On a des petites déceptions sur les marchés émergents, notamment sur la Chine, mais globalement, les performances sont bonnes. Et comme vous le disiez, même si on revient à fin 2022, on ne s'attendait pas à de telles performances. On avait plutôt des craintes notamment sur économique. Bien sûr. Et au final, l'année s'est bien passée. Des craintes économiques, mais pas que. Antoine Andréani, on a eu effectivement cette crise de l'énergie, on a eu le début d'une guerre le début et qui a continué d'ailleurs d'une guerre sur le sol ukrainien, on a eu des hausses de taux, on a eu des matières premières qui ont flambé. Comment expliquer qu'en cette fin d'année 2023, finalement, les marchés financiers retrouvaient des couleurs, alors que honnêtement, je ne sais pas vous, mais beaucoup ne pariaient pas dessus à fin 2022. C'est un marché qui est extrêmement résilient, il est absolument impressionnant depuis 2009. Donc il a avalé tous les événements de marché sur son passage et en 2024, suite à 2023, il y a eu la guerre, il y a eu un risque géopolitique qui a explosé. 2023 suite à 2022 plutôt. Oui, mais au Moyen-Orient, cette année, on a eu on a eu l'explosion du risque géopolitique, donc ça a été très impressionnant et au final, il avale, il gobe ce marché, les événements de marché sur son passage et il est alimenté, on le sent encore, par des liquidités qui viennent de 2020-2022, de la pandémie. C'est ça l'explication. 12 billions de dollars qui ont été injectés et qui se déplacent dans la tech notamment. La tech, elle a été exceptionnellement, en termes de performance, elle a été exceptionnelle, pardon. Bien sûr. Oui. Et donc, il y a eu la mode de l'intelligence artificielle et donc des bulles qui se développent. Et donc cette année 2023, elle a été impressionnante en termes de performance aussi. C'est là où il faut chercher l'explication, toujours Antoine Andréani, avant d'avoir votre avis Olivier Malteste, mais c'est l'afflux de liquidités toujours qui vient expliquer qu'on gomme les incertitudes et la volatilité qu'on aurait pu attendre sur un marché financier face à la géopolitique et aux sujets économiques. Alors il y a plusieurs facteurs, il y en a un qui est simple à comprendre, l'autre un peu plus compliqué. Je commence par le complexe. Le marché est drivé à 90% par des algos, pour faire très très simple. Et ces algos aiment shorter l'indice de la volatilité. Ce qui, automatiquement, mécaniquement, comme les deux instruments sont négativement corrélés, on a les actifs risqués qui, eux, montent en parallèle. D'accord. Ça, c'est la version complexe. La version simple, c'est que ces liquidités, elles sont toujours présentes. Les banquiers centraux réduisent leur bilan. Ce qui laisserait entendre normalement qu'il y a moins de liquidités dans le marché quand des banques centrales réduisent leur bilan. Mais ce n'est pas suffisant. C'est ces 12 billions de dollars qui sont partis un peu dans la nature, ils se promènent et ils vont se déplacer de bulle en bulle. Et on a eu par exemple la bulle sur les semi-conducteurs qui s'est un peu plus développée cette année. Et donc là, on peut s'attendre cette année, à une correction. Olivier Malteste, même question. Alors, est-ce que l'explication des performances, donc on parle des performances des indices, c'est ce dont on parle à l'heure actuelle, doit être expliquée en regardant effectivement des secteurs ou de faibles quantités de sociétés qui tireraient le marché. Alors effectivement, vous nous parlez de bulles, Antoine Andréani, on parle de semi-conducteurs, donc en lien avec l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi des entreprises de la tech. Est-ce que c'est là qu'il faut aller chercher une explication derrière un marché un marché qui ne serait pas du tout uniforme quelque part? Oui,
alors, il y a un marché qui n'est pas uniforme et puis il y a plusieurs raisons en fait. Il y a eu 3 phases de marché sur l'année 2023 qui est effectivement à la fin très positive. On a eu une période jusqu'à fin juillet qui a été vraiment une période de hausse et ensuite une période plus tendue pendant 3 mois jusqu'au début novembre où là les marchés ont reflué Bien sûr. assez rapidement avant de finaliser par un beau rallye en fin d'année. Et tout ce qui a expliqué la première partie de l'année, il y a effectivement la liquidité, il y a aussi le fait que les résultats d'entreprise ont été bons. Là où on s'inquiétait notamment de la capacité des entreprises à générer et à faire suivre la hausse des prix qu'elles subissaient et à conserver leurs marges. Et ce qui a étonnamment, ce qui a surpris vraiment au début d'année, c'est la capacité des entreprises à conserver leurs marges et à faire passer pratiquement toutes les hausses de prix directement aux consommateurs. Ensuite, on a eu cette aide aussi de l'intelligence artificielle qui a vraiment aidé et qui a aussi développé ce qu'on appelle les 7 magnifiques, avec un marché qui est très concentré, avec des performances très très bonnes sur 7 valeurs aux États-Unis, qui sont les GAFAM plus Tesla et Nvidia. Et qui cache peut-être effectivement une réalité différente derrière. Une réalité différente sur les autres marchés. Donc le marché aujourd'hui n'est pas surévalué dans son ensemble, puisqu'il y a vraiment deux mondes avec à la fois les 7 d'un côté, si on prend le S&P 500 et les 493 autres. Mais c'est aussi la bonne santé des entreprises et la capacité des entreprises à conserver leurs marges globalement. D'accord. Ce qui était vraiment ce qui inquiétait le marché aussi en fin d'année 2022, en se disant devant une telle inflation, on va avoir une baisse de la demande, les entreprises ne vont pas toutes pouvoir passer les prix en essayant de garder du volume. Et au final, tout le monde a été surpris dans la première partie de l'année par vraiment cette résilience au niveau des résultats d'entreprise et des marges. Une question, quand on commentait les marchés financiers en 2023, il y avait quand même un sujet qui revenait régulièrement, c'était les hausses de taux, les futures potentielles hausses de taux, quand est-ce qu'on va aller vers un plateau ou des baisses de taux. Et les marchés financiers ont quand même vécu au rythme des annonces des banques centrales ou en tout cas des gouverneurs des différentes banques centrales. Quand on fait le bilan aujourd'hui, finalement, ce qui est mis en avant, c'est les liquidités et les performances des entreprises. Est-ce que pour autant quand même l'anticipation de pas avoir de nouvelles hausses de taux en 2023, voire plutôt des baisses en 2024, pardon, moi aussi, et voir potentiellement des baisses de taux en 2024 ne joue pas quand même sur ce rallye de fin d'année, Olivier Maltès? Si, ça a joué aussi à partir de vraiment début août, où là on a vraiment vu un repli de marché avec des marchés qui ont perdu sur les 3 mois assez rapidement et sur des performances relativement importantes. Et là c'était vraiment cette idée que l'économie, justement, c'est un peu paradoxal, mais l'économie américaine était trop résiliente. Il y avait cette crainte que les banques centrales doivent faire plus. C'est ça, donc en début d'année, les bons résultats d'entreprise, c'était une bonne nouvelle. En milieu d'année, ça voulait dire qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment d'impact de la politique monétaire sur l'économie réelle. Exactement, avec cette crainte que l'inflation allait perdurer et que donc du coup les banques centrales allaient devoir faire plus, avec toujours le risque de devoir faire trop en fait pour stopper l'économie, à la ralentir, avec ensuite des conséquences qu'on a du mal à arrêter et sur lesquelles après il faut courir pour essayer de calmer le jeu. Et donc ça a expliqué vraiment le retournement de marché qu'on a pu voir sur août, septembre et octobre. Et à partir du 1er novembre, avec Jérôme Powell et la réunion de la Fed du 1er novembre, où là, alors qu'on avait des résultats économiques de croissance américaine qui étaient pratiquement à 5%, ce qui est étonnant, avec l'action des banques centrales justement pour ralentir. Jérôme Powell a rassuré un petit peu tout le monde en disant on fait ce qu'il faut, les niveaux de taux sont relativement élevés, donc sont suffisants pour calmer globalement l'économie, on n'a pas besoin de faire plus. Et c'est ce qui a permis d'avoir ce rallye de fin d'année pratiquement aussi violent que la baisse, et qui nous permet d'avoir environ 20% de manière développée sur les actions développées sur la performance 2023. Donc ce qui a été vraiment clé, c'est vraiment l'action des banques centrales, comme en 2022, toujours en 2023, et les banques centrales vont rester, tant qu'on sera toujours inquiet sur l'inflation et sur l'action des banques centrales, elles resteront au centre du jeu même pour 2024. Mais les marchés actions ont vraiment salué la performance des entreprises dans ce contexte qui était compliqué. Et tout le monde était un peu inquiet et ensuite se sont adaptés en fonction des différents discours des banques centrales. Une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, on va commencer avec vous, Antoine Andréani. Quand on a donc effectivement un CAC 40, ou même des marchés, des indices au global qui ont tous des performances positives en fin d'année, est-ce qu'on a envie, en tant qu'investisseur, de particulier, intéressé de près ou de loin par la gestion de son patrimoine, de faire de la gestion active ? Bien sûr, oui. Alors, le plus important, c'est d'avoir une méthode simple, basée sur des stratégies simples, l'explorer, l'expérimenter, et une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on peut se lancer. Bien sûr qu'on peut. Alors, le réflexe de dire, bon, je mets ça sur un ETF qui réplique le CAC 40 ou le S&P 500, c'est pas suffisant, non ? C'est pas suffisant. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est super important. 71% des bénéfices, des gains dans le S&P 500 sont drivés par les Magnificent Seven,
les 7 actions magnifiques. Il y a plusieurs. Bien sûr, oui. Idéalement, quand on veut gérer son propre patrimoine, quand on veut se lancer un petit peu dans le trading, c'est mieux de s'orienter vers des actifs techniques, c'est-à-dire très volumineux, grosse capitalisation, et sur lesquels on va pouvoir prévoir, anticiper les mouvements de prix. Et donc ces actions-là, elles ont des tendances fantastiques à la hausse. Vous regardez une action comme Apple, Nvidia, elles sont très très bien structurées, la forme des escaliers vers le haut. Ça, c'est des actions qui sont plus prévisibles que des actions, par exemple, pétrolières qui vont être influencées par du risque géopolitique, par exemple. Donc ce que vous dites, c'est que même quand on fait de la gestion active, on va vers le moteur finalement. On va pas chercher la pépite, on va vers le moteur de croissance, même si c'est parce que c'est ça qui a tiré l'indice entre guillemets en 2023. On va vers les tendances haussières. On va vers un prix qui part d'en bas à gauche du graphique et qui va en haut à droite. Aussi simple que ça. Et si possible en forme d'escalator pour bien, comme ils disent les Anglais, buy the dip, racheter le creux. Olivier Maltès, même question, gestion active vs gestion passive. Quand on voit des indices qui ont cette performance, comment est-ce qu'on arbitre Quel est votre avis sur le sujet ? Chez YoMoney, nous, on promeut les ETF et on promeut la gestion indicielle depuis le début. Donc, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que pour nous, c'est toujours gestion indicielle, évidemment. Cette année, on va battre environ 90% des fonds en gestion active équivalent, à profil de risque équivalent par rapport à nos différents profils d'assurance vie. C'est une année qui est très difficile, encore une fois, pour la gestion active, puisqu'effectivement, lorsqu'on n'était pas positionné sur les valeurs qui ont tiré. Alors on part toujours des 7 magnifiques, mais en Europe et sur le CAC 40, c'était pareil avec les valeurs du luxe, notamment en début d'année. Bien sûr. C'est très compliqué d'être gérant actif en ce moment. Donc, et d'une manière générale, nous on le voit depuis la création du YoMoney, on bat 98% environ des fonds de gestion active. Il y a les frais qui expliquent cela. Ce qui est très important lorsqu'on est particulier, c'est d'investir régulièrement. On dit toujours, on est toujours du mal de toute façon à estimer ce que fera le marché. On l'a vu sur l'année 2023, où les résultats ont été bien supérieurs à ce que la plupart et la majorité des analystes estimaient en début d'année. L'important, c'est d'épargner régulièrement, d'investir en bourse sur du long terme, lorsqu'on a un horizon d'investissement suffisant. Et pour nous, la gestion indicielle va continuer à surperformer la gestion active dans les prochaines années, c'est sûr. Vous avez anticipé ma dernière question que je vais du coup poser également à Antoine Andréani. Alors on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas quelles seront les performances des marchés en 2024, mais en revanche on peut savoir quels sont les réflexes et les comportements à adopter quand on veut être exposé sur les marchés financiers. Donc vous nous avez parlé du fait d'investir régulièrement. Il y en a d'autres, si on continue avec vous, Olivier Maltès, de réflexes ou à avoir en tête quand on veut investir sur les marchés financiers dans un contexte où les banques centrales vont peut-être baisser leurs taux, où beaucoup pourraient dire l'économie va repartir, tout va bien. Peut-être qu'il faut garder quand même quelque chose. Oui, il faut investir régulièrement. On peut s'attendre à un début d'année certainement plus chahuté que ce qu'on a pu voir l'année dernière. On le voit là sur la première semaine avec des marchés qui baissent un peu, donc qui va donner des opportunités. Et c'est vrai que le réflexe qu'on peut avoir lorsque les marchés baissent, si les marchés baissent, c'est de vouloir retirer, que ce soit ses versements programmés en assurance vie par exemple, ou vouloir retirer son argent, alors que c'est justement le moment où il faut continuer et maintenir. Donc c'est vraiment avoir une philosophie d'investissement et des réflexes d'investissement, comme vous le disiez tout à l'heure, vraiment un plan d'investissement sur le long terme, et puis appeler ses conseillers pour être rassuré, on est inquiet surtout. Appeler des professionnels. Antoine Andréani, même question, quel réflexe avoir en tête quand on veut investir sur les marchés financiers début 2024 ? Rester simple. Rester simple, oui. Les Américains, ils ont raison. Keep it simple, stupid. C'est un dicton. Il y a une stat qui est très intéressante, c'est aussi un proverbe, qui dit que le plus bas de l'année en bourse est fait dans les premiers mois de l'année. C'est-à-dire que là, normalement, en janvier, février, on va avoir une correction, les prix vont baisser, et après, normalement, la tendance doit partir à la hausse. Et là, on essaie de racheter le creux au fur et à mesure de la tendance. Ça, c'est sur la base de ce qui s'est passé les années précédentes. On ne sait pas si ça va arriver, mais en tout cas, effectivement, c'est statistiquement très c'est probable. Comme principe. Merci beaucoup, Antoine Andréani. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez XTB France. Merci, Olivier Maltès, directeur des investissements chez YoMoney. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.